Donc on va essayer de faire bouger des choses à l'écran, ce qui est un peu la base du jeu vidéo et de l'animation. Et pour ça, on va utiliser une API standard qui est l'API de Canvas, qui est donc disponible dans la majorité des navigateurs aujourd'hui et qui est programmable à l'aide de JavaScript. Donc Canvas, c'est simplement un élément HTML que voici. Et cet élément HTML, on peut accéder à certaines de ses propriétés, par exemple sa hauteur et sa largeur pour définir sa hauteur et sa largeur. Mais aussi il y a d'autres propriétés comme son contexte de dessin. Ici j'utilise le contexte de dessin 2D qui va nous donner un objet, contexte, à l'aide duquel je vais pouvoir dessiner différentes étapes de mon animation. L'idée c'est de compter sur cet objet contexte pour allumer des pixels à l'écran. Le principe de l'animation, ça va être de tenter d'allumer des pixels à l'écran à des endroits différents au fur et à mesure que notre animation évolue, de façon à recréer l'illusion du mouvement, comme on peut le faire avec un flipbook par exemple, vous avez déjà vu ça, ou bien comme on peut le faire au cinéma, puisque finalement c'est exactement le même principe, 24 fois par seconde, l'écran est rafraîchi et les couleurs se déplacent, les formes se déplacent 24 fois par seconde. Et donc le principe ici est tout à fait le même. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, donc ici vous devriez quand même déjà être un petit peu à l'aise avec Canvas en abordant ce tutoriel, parce que ce tutoriel en fait s'intéresse plutôt au mouvement et à la géométrie qui est en dessous. Donc ici, je n'ai pas pris la peine d'organiser mon code d'une manière modulaire. Je suis sur CodePen et je suis en train de vraiment prendre des notes et de vous représenter le code qu'il faut pour créer cette animation. Donc l'idée c'est de faire évoluer les coordonnées auxquelles on va dessiner le petit rectangle qui est en train de se déplacer pour le moment. Alors en plus il y a une détection ici du fait qu'on est en contact avec les bords de notre canevas pour inverser la vitesse à laquelle notre objet va se déplacer. Donc nous avons besoin du coup de 4 informations pour faire bouger cet objet à l'écran. La première c'est une coordonnée en X, la deuxième c'est une coordonnée en Y, la troisième c'est une vitesse de déplacement en X et la quatrième c'est une vitesse de déplacement en Y. Parce qu'il va de soi que déplacer un objet à l'écran, eh bien finalement c'est faire évoluer sa vitesse, sa position en X au moment où on va le redessiner, en lui ajoutant systématiquement une certaine quantité qu'on va décrire comme étant sa vitesse. Et dans un repère cartésien comme celui dans lequel nous nous trouvons, donc avec un axe des Y dont l'origine, je vous le rappelle, dans Canvas est en haut et qui pointe vers le bas, et dont l'origine, un axe des X dont l'origine est en haut, dont l'origine est à gauche et va vers la droite, dans un repère cartésien tel que celui-ci, la logique de déplacement, bah, elle est assez simple, elle est exprimée ici. Vous prenez la coordonnée en X et vous lui ajoutez une certaine quantité qu'on va appeler sa vitesse. Ça va décaler votre objet sur l'axe des X, et puis vous faites la même chose avec l'axe des Y, ça va décaler votre objet un petit peu sur l'axe des Y. Donc ici, alors je vous détaille juste rapidement la fonction update. Donc la fonction update demande à être rappelée elle-même au prochain repaint. Donc c'est pour ça que j'utilise window.requestAnimationFrame. Donc si vous voulez, dans la fonction update, quand je rentre dans la fonction update, je dis hey, la prochaine fois que tu feras un repaint, tu me rappelles, et donc la fonction se rappellera. Ensuite, je vais tester si je touche les bords, donc si la coordonnée en X à laquelle je veux dessiner mon rectangle est inférieure à 0 ou plus grande que la largeur du canvas, je vais simplement inverser la vitesse. Ça veut dire que si notre objet va vers la droite, parce qu'on lui ajoute une certaine quantité, speedx, eh bien, lorsqu'il touchera le bord droit, la vitesse sera inversée, elle deviendra négative, et donc je retirerai une certaine quantité sur l'axe des X. Pareil pour l'axe des Y. Puis je vide tout ce qui est à l'écran, c'est un peu comme dans le cinéma, on passe à l'image suivante. Donc je vide l'image précédente. Donc je nettoie en 0, 0, je commence au point 0, 0, et je nettoie sur un rectangle qui fait la largeur du canvas et la hauteur du canvas. Et ensuite, je recalcule les coordonnées en X et en Y pour finalement dessiner mon rectangle
à la nouvelle coordonnée en X, la nouvelle coordonnée en Y, et je dis qu'il a une largeur de 20 pixels et une hauteur de 10 pixels. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Notre objet est constamment redessiné à des nouvelles coordonnées en X et en Y, vraisemblablement quelque chose entre 30 et 60 fois par seconde, en fonction des capacités de votre ordinateur et de votre navigateur et de la complexité des choses qu'il y a à dessiner. Donc voilà, ça c'est un principe tout bête. Vous avez une coordonnée en X, vous lui ajoutez une certaine quantité, hop, l'objet se retrouve dans la coordonnée suivante, et il est redessiné à cet endroit-là. Donc ça c'est le mouvement tel que vous pouvez l'exprimer dans sa forme la plus simple. Maintenant, vous voyez ici que j'ai besoin, pour pouvoir faire mon déplacement, de gérer deux propriétés de vitesse, la vitesse en X, la vitesse en Y. Alors, l'intérêt, c'est que je peux éventuellement modifier, on va mettre un 20 par exemple ici, on va actualiser. On va voir que le mouvement, du coup, devient plus horizontal, parce que la quantité de déplacement que je demande de faire à chaque itération, donc à chaque appel de ma fonction update, est plus grand en X qu'en Y. On va aller vers une situation un peu plus extrême, on va mettre 40. Voilà, et hop, vous avez carrément là un mouvement qui est quasiment horizontal. Je vais annuler la composante, je vais annuler la composante Y de mon mouvement. Je vais mettre 0. Et on n'a plus qu'un mouvement horizontal. Voilà, donc vous voyez un peu comment ces deux choses-là interagissent. Alors, évidemment, si vous deviez toujours exprimer le mouvement en utilisant seulement ces deux valeurs-là, enfin, en utilisant deux composantes de vitesse, x et y, ce ne serait pas forcément tout à fait pareil à ce que vous faites habituellement dans la vie réelle, parce que quand vous parlez de la vitesse dans la vie réelle, vous ne parlez pas de la vitesse en x, vous ne parlez pas de la vitesse en y, vous n'êtes pas dans un repère cartésien avec simplement un axe des x, un axe des y, vous avez en plus une troisième dimension, et puis vous exprimez souvent la vitesse en fonction de votre orientation. C'est-à-dire que si vous décidez d'avancer de 5 km/h, bah, c'est dans la direction dans laquelle vous regardez, vraisemblablement. Vous pouvez évidemment reculer, vous pouvez aller en diagonale, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'en fonction de la manière avec laquelle je suis orienté, j'exprime ma vitesse selon un vecteur qui pointe dans la direction vers laquelle je regarde. On va dire des choses comme ça. Donc, exprimer le mouvement à l'aide de deux composantes, comme c'est le cas ici, c'est pas tout à fait similaire à ce que l'on fait dans la vie réelle. Alors, dans la vie réelle, on va donc parler d'une direction et on va parler d'une vitesse. Et du coup, on se retrouve avec l'obligation de comprendre un petit peu la trigonométrie. Alors, rassurez-vous, ça va vraiment être assez différent de ce que vous avez fait à l'école dans la manière d'aborder le problème de la trigonométrie, parce que la trigonométrie, une fois qu'on la voit, qu'on voit ses effets à l'écran, eh bien, on la comprend tout de suite beaucoup mieux. Alors, donc je vous rappelle que l'idée, si je suis dans un petit logiciel de dessin, alors je m'excuse d'avance pour la qualité piètre de mes dessins parce que j'utilise une souris et pas une tablette. Je suis dans un excellent logiciel de dessin par contre qui s'appelle Sketchbook et qui est un logiciel fait par Autodesk et qui est gratuit. Donc, imaginons que nous ayons un petit objet, je vais le dessiner avec une petite croix, que nous voulons dessiner, faire se déplacer d'itération en itération, et donc à l'itération suivante, je le dessine ici, à l'itération suivante, je le dessine ici, et je dessine de plus en plus grand, ce n'est pas un effet voulu, mais donc voilà, je dessine mon objet à chaque itération un tout petit peu plus grand. Donc cet objet que je viens de dessiner un tout petit peu plus grand à chaque itération, en fait, il est en train de suivre. Donc j'ai augmenté sa coordonnée en x à la première itération, et puis j'ai augmenté sa coordonnée en y à la deuxième itération. Puis à la troisième itération, j'ai de nouveau augmenté sa coordonnée en x, et puis sa nouvelle coordonnée en y. Et ainsi de suite. J'ai dessiné une espèce de système avec des petits escaliers. Je suppose que vous avez compris l'idée. Donc ce système avec des petits escaliers, finalement, c'est une succession de triangles rectangles. Voilà. Je suppose que la notion de triangle rectangle vous est familière. Vous voyez donc que j'ai dessiné une série de triangles rectangles à chaque fois. Ça veut dire qu'ici, il y a toujours un angle de 90 degrés. Ici, il y a une hypoténuse. Là, il y a l'angle dans lequel je me dirige. Et il y a ici le côté qui est adjacent à cet angle, donc qui touche cet angle,
et ici le côté qui est opposé à l'angle, c'est-à-dire le côté qui fait face à l'angle. Bien, si maintenant je vais essayer d'exprimer ma vitesse, non plus en utilisant une vitesse de déplacement en x ou une vitesse de déplacement en y, mais en utilisant finalement l'hypoténuse, c'est-à-dire la ligne ici qui permet de rejoindre les deux. Parce que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement c'est ajouter une certaine quantité à chaque itération, et ici si je ne pense que vitesse, sans penser vitesse en x et vitesse en y, ben en fait je pense hypoténuse. Et donc finalement, ce que j'ai besoin de connaître pour faire le déplacement en pensant vitesse, c'est le rapport qui existe entre mon déplacement en x et mon hypoténuse, et le rapport qui existe entre mon déplacement en y et mon hypoténuse. Autrement dit, je me pose la question, combien de fois plus grande est-ce que mon hypoténuse est par rapport à mon déplacement en x? Plus justement, parce que là, ce que je viens de dire, je fais un peu le travail à l'envers, moi, la seule chose que j'ai en main, finalement, c'est une certaine quantité de déplacement qui est l'hypoténuse. Et ce que je veux retrouver, c'est justement la quantité de déplacement en x et la déplacement en y, parce que dans mon programme, au final, je vais quand même devoir dire que ma coordonnée en x est incrémentée d'une certaine quantité en x, et que ma coordonnée en y est incrémentée d'une certaine quantité en y. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que partant de l'hypoténuse qui représente une vitesse dans l'absolu, je vais essayer de retrouver la vitesse en x et la vitesse en y. Ici, j'ai fait le travail à l'envers, je connaissais la vitesse en x, je connaissais la vitesse en y. Maintenant, je vais faire le travail à l'endroit, je vais partir de la vitesse et essayer de retrouver la quantité que ça représente en x et la quantité que ça représente en y. Et là, bah, c'est le moment de faire de la trigonométrie, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est, on va prendre un triangle rectangle, je vais dessiner un triangle rectangle sur le côté dans une autre couleur. Donc, je dessine un triangle rectangle. Ah, j'ai raté. Donc, je recommence. Tac. Là. Je vais maintenant dessiner une autre droite. Et je vais dessiner l'hypoténuse dans une autre couleur. Disons cette couleur-là. Donc moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de convertir cette hypoténuse en cette ligne-là, et de convertir cette hypoténuse en cette ligne-là. Donc de connaître finalement le rapport qui existe entre l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle, et le rapport qui existe entre l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle. Alors, autrement dit, ce que je veux trouver comme valeur, je vous rappelle que ce que je veux écrire, c'est x est égal à x plus speed x. D'accord? On va juste se contenter de ça pour le moment. Donc x est égal à x plus speed x. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc ce x est égal à x plus speed x. Moi, je veux traduire ce speed x, toi que t'en vas, je veux traduire ce speed x en speed. Donc je vais peut-être le faire, tiens, je vais éditer ça. Ou je vais en créer un deuxième, oui. X est égal en x plus speed, parce que moi je ne connais que speed, mais speed multiplié par quelque chose qui représente le rapport entre mon hypoténuse, qui est ma vitesse telle que moi je la connais, et la quantité de déplacement ici. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est de connaître ici une valeur qui va exprimer ce rapport qui existe entre l'hypoténuse et le côté que j'ai dit adjacent, qui est donc mon speed x final. Eh bien, ce machin-là, que vous avez là, donc le rapport entre l'hypoténuse et le côté adjacent, eh bien, en fait, c'est, attention, tenez-vous, c'est le cosinus de l'angle. C'est le cosinus de cet angle-là. En fait, le cosinus de cet angle-là, eh bien, ça n'exprime rien d'autre que ce rapport qui existe entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Autrement dit, ça me permet de retrouver la projection de l'hypoténuse sur l'axe des x. Donc la taille de ceci.
Donc je peux dire ici que c'est cosinus de l'angle alpha. Alors ça, je vais le déplacer par contre. Voilà. Et bien sûr, vous aurez aisément deviné que pour retrouver y, eh bien j'ai besoin d'un autre rapport, le rapport de l'hypoténuse sur le côté opposé, et que ce rapport de l'hypoténuse sur le côté opposé, eh bien c'est le sinus de l'angle qui nous intéresse. Et du coup, les choses sont vraiment beaucoup plus intéressantes pour nous, parce que regardez, dans notre code maintenant, nous allons pouvoir exprimer les choses non pas en termes de speed x et en termes de speed y, mais nous allons utiliser direction, qui sera un angle. Alors je ne sais pas encore ce que c'est, on va voir. Et la vitesse, speed, qui sera une certaine quantité de déplacement, mais qui est un peu abstraite pour le moment, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de cette variable speed, de retrouver speed x et speed y. Donc ici, je vais dire que quand je touche un bord, speed devient moins speed. Par contre, ici, je vais prendre speed et le multiplier par le cosinus de direction, qui sera mon angle, l'angle dans lequel je me dirige. Et ensuite, pour le y, je ferai pareil, ce sera le sinus de l'angle dans lequel je me dirige. Alors on va prendre, non pas speed y, mais speed. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage comme ça, ainsi ce sera un petit peu plus clair. Voilà, j'imagine que vous connaissez tous plus et égal, qui n'est rien d'autre ici que x est égal à x plus speed fois mat cosinus. C'est une version abrégée de une variable est égale à elle-même plus quelque chose. Donc c'est une incrémentation de la variable. Bien, alors mon animation ne s'exécute pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et évidemment, ce quelque chose qui ne va pas, c'est la direction. Alors la direction, il faut juste que je vous en parle 2 minutes, parce que vous êtes francophone, vous avez l'habitude, et puis vous êtes des êtres humains, et vous avez l'habitude de parler, d'exprimer les angles à l'aide, non pas, enfin, à l'aide de degrés. Donc vous vous dites, vous, un angle, vous savez que ça vaut x degrés. Vous savez que, on va effacer tout ça. Allez, je vais peut-être prendre un outil qui permet de sélectionner les choses. Non pas ça, on va prendre la flèche. Ou même ça, voilà, on va prendre une sélection. Tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas accès? Allez. Alors, je vous avoue que je viens juste d'ouvrir le logiciel, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Et donc, tiens, il y a une espèce de navigation ici. Ah ben voilà, tiens, c'est sympa. Voilà. Donc, revenons à notre angle. Je dois exprimer l'angle qui est ici. Si je mets 60 degrés, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben ça a l'air de fonctionner. Je vais mettre 90 degrés. Alors, on va prendre un cas extrême. On va prendre une direction de, pour voir si ça fonctionne effectivement, on va prendre une direction de 180 degrés. Si j'ai une direction de 180 degrés, ça veut dire que je me déplace a priori sur un des deux axes, selon la manière avec laquelle l'axe est orienté, en horizontal ou en vertical. Mais en tout cas, je dois aller droit. Faisons ça. Ben, apparemment, je ne vais pas droit. Prenons une direction de 0, pour prendre un exemple extrême, dans l'autre sens. Ah, là, par contre, c'est pas mal, je vais effectivement en horizontal. Donc ça me semble être une valeur qui est prédictible, mais regardons si je prends 90 degrés, ah, ça ne marche pas de nouveau. Je m'attendrais plutôt à aller du coup vers le haut et vers le bas, avec 90 degrés. Pas en oblique comme je suis en train de le faire ici. Alors pourquoi ça ne marche pas? En fait, ça ne marche pas parce que la valeur que vous devez entrer ici n'est pas une valeur que vous devez exprimer en degrés. Alors vous avez l'habitude d'exprimer des valeurs en degrés, mais en fait, ce n'est pas en degrés que les ordinateurs fonctionnent. Les ordinateurs fonctionnent beaucoup plus en phase avec la réalité de ce que c'est un cercle.
un cercle trigonométrique. Et pourquoi je vous parle de cercle trigonométrique? Mais regardez, en fait, quand vous déplacez un objet, je vous ai dit que vous le déplaciez selon une espèce de triangle rectangle. Ce triangle rectangle, c'est un triangle rectangle que vous pouvez inclure dans un cercle, en fait. Ah, je suis en train de faire de la merde ici. Alors, on va recommencer. Donc vous avez votre hypoténuse. Pourquoi je ne dessine pas? Là, vous avez votre hypoténuse. Et puis, à partir de votre hypoténuse, hop, vous pouvez descendre. C'est votre axe. Zut, décidément, je vais trop vite. Je ne suis pas tout à fait avec un angle droit du coup, parce que j'ai un peu... Voilà. C'est pas très grave, vous avez compris l'idée. Donc, mon triangle rectangle, en fait, son hypoténuse, eh bien, elle correspond au rayon d'un cercle. Et quand je veux exprimer une direction, alors, pardon, je vais reprendre un endroit plus intéressant. Donc mon hypoténuse, elle exprime le rayon d'un cercle. Or, vous avez appris à l'école certaines relations intéressantes entre la circonférence d'un cercle et le rayon d'un cercle. Vous savez que la circonférence d'un cercle, c'est 3/14 multiplié par le rayon fois 2. Ça veut dire que si vous faites 3/14 multiplié par le rayon uniquement, vous avez un demi-cercle. D'accord? 3/14 multiplié par le rayon, c'est un demi-cercle. Alors on va... Est-ce qu'on peut tourner ça comme ça? Ce serait cool. Mais en fait, je suppose qu'il faut sélectionner quelque chose. Et là, ce qui était sélectionné, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Donc, regardons un cas extrême. On va dessiner... Oups, pas si mal. On va dessiner ici. Ouais, toujours un peu pas bien. On va reprendre l'outil de dessin qui était là. Un jour, je finirai par connaître ce logiciel, je pense. Voilà. Donc, j'ai ma fameuse hypoténuse dans un cas limite. C'est le cas où mon angle vaut 0 degré et je me déplace du coup en horizontal uniquement. D'accord? Bon, j'ai dit que 3/14 fois le rayon, c'était une demi-circonférence. Ça veut dire que cette taille-ci, la taille de la demi-circonférence, c'est 3,14 fois la taille de mon rayon. Du coup, quand on a découvert ce rapport intéressant, on s'est dit, bah, finalement, on pourrait subdiviser notre cercle, tous les angles qui sont là, on pourrait les subdiviser. Hein, donc ici vous avez un angle, ici vous avez un autre angle, faire ça comme ça. Ainsi, ici vous avez un autre angle. On pourrait se dire, pour avoir un rapport simple, qu'on a 3,14 subdivisions. Et chaque subdivision vaut un radian, ce qu'on appelle un radian. Et il y a donc 3,14 radians dans un demi-cercle. Ce qui veut dire que ce que vous connaissez sous le nom de 180 degrés, et qui est quelque chose qui vient en fait d'un système de numération sumérien qui date de plus de 3000 ans, et qui facilitait en quelque sorte les calculs parce qu'on travaille avec des valeurs entières et que dans des repères dans lesquels on impliquait les étoiles, avoir 60 subdivisions, elles-mêmes subdivisées en 60 minutes, elles-mêmes subdivisées en 60 secondes, on avait 3600 subdivisions à l'intérieur de 360, eh bien ça simplifiait les calculs, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais aujourd'hui, on utilise des ordinateurs, et les ordinateurs travaillent très bien avec des nombres tels que pi, avec plein de virgules, plein de chiffres derrière la virgule. Et donc, on peut vraiment utiliser une relation qui existe vraiment dans les cercles, et qui est que un rayon, au fur et à mesure qu'on va le faire tourner, ici, eh bien, on aura parcouru une distance de là à là, qui sera égale à 3,14 fois la taille de ce rayon. D'accord?
Et donc on a décidé d'utiliser ça comme moyen d'exprimer les angles. Donc un angle tel que celui-ci, un angle qui est complètement ouvert, est un angle qui vaut 3,14. 3,14 quoi? Il suffisait de donner un nom à l'unité, 3,14 radians. C'est un nom qui a été donné au début du 19e siècle, je pense. Et donc vous avez donc, pour exprimer les angles, vous connaissez deux unités du coup, les degrés, qui ne sont pas ce qu'utilisent les ordinateurs, et les radians, qui sont ce qu'utilisent les ordinateurs. Et donc 180 degrés, c'est exactement identique à 3,14 et tous les chiffres qui vont derrière, radians. Donc les ordinateurs attendent que vous leur parliez en radians. Donc ici, mettons que je veux 3. Alors, j'ai dit que 3,14, on va prendre 3,14 à la main. 3,14. Eh bien, ça, c'est équivalent à 180 degrés. Et regardez, alors il y a évidemment des chiffres, donc je ne suis pas tout à fait juste. Mais regardez, mon mouvement, il est quasi horizontal. Donc, divisons un peu 3,14 par 2. Ça nous donne 1,57. Avec une virgule, ça n'ira pas, évidemment. 1, et voilà, on a un mouvement vertical. Oui, mais vous allez me dire, mais du coup, on est obligé de manipuler des fractions de 3,14. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Ben non. En fait, vous allez travailler avec des fractions de pi. Vous savez qu'il y a une constante qui représente 3,14. Cette constante, c'est pi. Donc imaginons maintenant que je voyais un déplacement à 45 degrés. Pi, c'est 180 degrés. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Eh ben, je vais prendre pi sur 4 pour 45 degrés. Et j'ai maintenant un déplacement à 45 degrés. Ok? Bien. On va donc maintenant pouvoir exprimer les choses comme nous avons envie de les exprimer effectivement. Alors il y a eu un petit problème, on est sorti, je ne sais pas pourquoi. Alors vraisemblablement qu'il a... Ouais, ici je suis tombé sur un cas un peu particulier. Je suis tombé dans le cas où les deux sont vrais, donc il a fait une inversion de speed vers moins speed, et puis une réinversion de speed vers moins speed, et du coup on a speed et il continue dans la même direction vers l'infini et au-delà. Donc mon code d'optimisation, mon code de détection de collision ici, il n'est pas optimal évidemment. Je peux peut-être utiliser des valeurs différentes au départ, ainsi on n'aura pas un point qui est à une distance qui correspond à un carré. Donc je ne serai pas un point qui est ici qui fait que je sors en 0, 0. Je vais prendre un truc complètement débile, arbitraire, mais c'est pour l'idée. Vous avez compris. Voilà, donc je sors, là je reviens, et boum. Ok. Alors ici, comme je sors que en X, eh bien, la composante n'a pas changé sur l'axe des Y, et du coup, il fait que se déplacer de cette façon-là. Donc là, il y a aussi un peu de réflexion à faire sur... en fait, on peut combiner les conditions. Déjà. Donc, ça ne change pas grand-chose pour le moment à notre animation, mais il faudrait ici détecter enfin, dans quel cas de figure on est. Si on a cogné là, on se déplace, on inverse aussi. On pourrait recréer un pont, quoi, mais c'est pas le but ici. Donc, vous avez une petite explication de comment maintenant ça fonctionne, ces histoires de sinus et de cosinus, qui ont l'air d'être un peu barbares a priori, mais retenez simplement que le cosinus d'un angle, eh bien, ça exprime la relation qui existe entre l'hypoténuse et le côté adjacent à cet angle, donc la projection sur l'axe des x de l'hypoténuse. Et le sinus d'un angle exprime simplement le rapport qui existe entre l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle, donc la projection de l'hypoténuse sur l'axe des y. Et donc partant d'une hypoténuse, vous pouvez retrouver la quantité de déplacement en y et la quantité de déplacement en x à l'aide de ces fonctions-là. Et du coup, la géométrie, c'est super facile.
Alors, il y a encore deux rapports qu'on n'a pas, un autre rapport qu'on n'a pas abordé, c'est le rapport qui existe entre le côté adjacent à l'angle et le côté opposé à l'angle. Donc, ce côté-ci, je vais le mettre dans une autre couleur, tiens, on verra mieux. Donc, ce côté-ci, je n'ai pas pris une autre couleur. Voilà, ce serait mieux. Donc, ce côté-ci et ce côté-ci. Ces deux-là aussi, ils ont un rapport entre eux. Et quand on s'intéresse au rapport qu'ils ont entre eux, en fait, on connaît la quantité de déplacement en x, on connaît la quantité de déplacement en y. Et bien, grâce à ces deux quantités de déplacement, on peut retrouver l'angle. Parce que le rapport entre les deux nous donne une valeur qui est définie comme étant, si on veut retrouver l'angle, donc c'est un peu différent, ce ne sera pas une fonction qui part de l'angle et qui nous donne une quantité de déplacement, donc ce ne sera pas comme sinus, cosinus ou tangente, qui est le rapport entre le sinus et le cosinus, et qui justement parle du rapport entre ces deux dimensions, non. Ici, on va partir du décalage en x, du décalage en y, on va essayer de retrouver l'angle, donc ce sera une fonction inverse, c'est ce qu'on appelle arc-tangente. Arc-tangente, c'est l'inverse de la tangente. L'arc-tangente, on prend la quantité en x, on prend la quantité en y, et on retrouve l'angle que ça fait. On imagine très bien que finalement, l'angle, il est totalement dépendant de la quantité de déplacement qu'on a fait comme ça, et de la quantité de déplacement qu'on a fait comme ça. Parce que regardez, si je monte en y ici, j'ai plus le même angle ici, d'accord? L'angle qui est là, il a changé. L'angle qui est opposé ici à mon côté en y, il a changé. De la même manière, si je diminue la taille en x que je fais ici, je prends ici, et je vais là, par exemple. Eh bien, non, pardon, ça c'était un mauvais exemple. Donc, je dessine, je fais un plus petit x, je fais le même y. Bah, l'angle a changé. Vous voyez que l'angle a changé. Donc le rapport que ces deux machins-là entretiennent entre eux, x et y, la quantité de déplacement en x, la quantité de déplacement en y, influence l'angle. Et donc on peut retrouver l'angle à partir du rapport entre ces deux machins-là, grâce à arc-tangente. Alors arc-tangente, en quoi est-ce que c'est utile? Bien, on va arrêter ici de déplacer notre bidule. Pour le moment, je vais arrêter de le déplacer. Voilà. Mais l'air de rien, je suis quand même encore en train de le redessiner. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est le redessiner, mais le redessiner en le faisant tourner en fonction de l'éloignement de ma souris. Et pourquoi? Parce que regardez, finalement, ce qui sépare mon objet de ma souris, ça peut aussi se représenter à l'aide d'un triangle rectangle. Il y a entre mon objet et ma souris une certaine quantité de x, entre mon objet et ma souris, il y a une certaine quantité de y. Entre les deux, je peux dessiner, avec ça, je peux dessiner un triangle rectangle. La distance en fait qui va séparer mon objet de ma souris, bah, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Et donc moi, je suis intéressé de connaître l'angle qui est adjacent à l'axe des x et qui est entre l'hypoténuse et l'axe des x. Pourquoi? Parce qu'avec cet angle, je vais pouvoir tourner mon objet pour qu'il pointe vers ma souris. Et ça, c'est cool, parce que du coup, vous allez pouvoir faire un espèce de truc qui suit la souris, mais en tournant vers la souris. Alors, comment faire ça? Bah, évidemment, il va falloir utiliser arc-tangente, le truc dont je viens de vous parler. Il va falloir calculer le décalage qu'il y a entre la souris et entre la souris et l'objet. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mettre en place une fonction qui écoute les déplacements de la souris. Window.add event listener. Alors on va écouter mouse move. Donc chaque fois que la souris va bouger, je crois qu'il ne faut pas de majuscule, chaque fois que la souris va bouger, je vais exécuter une fonction. Alors ici, ce serait mieux de faire de l'ES6, une fonction qui récupère un événement.
et une fonction qui, donc à l'aide de cet événement, alors je suppose qu'on peut faire console log sur CodePen, et que j'ai vu qu'il y a console ici, console log E, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il n'y a rien qui risque de foutre la merde? Non, ça a l'air bien. Donc console, alors sorry, this log was too large for our console, you might use your browser console instead. Bon, ok. Alors pas ça, ne pas enregistrer. Oups. On va aller dans la console du browser. Il me dit que je peux, mais en fait, rien du tout. On va faire un autre truc, on va juste afficher, on va pas utiliser cette console-là. On va quand même utiliser la console de CodePen, mais on va essayer ça. Ça non plus, il veut pas. Ah, voilà. Regardez, à chaque fois que ma souris se déplace, il me donne une indication de la coordonnée en X. Et j'ai la même chose avec Y. Et ici, quand je descends, Y augmente. Ok, donc je vais maintenant pouvoir, je vais masquer la console, je vais maintenant pouvoir utiliser ces deux valeurs-là. Donc, on va mettre ça dans une variable. Je vais l'appeler mouse. Ce sera un objet qui aura une propriété x qui sera, alors au départ je vais mettre 0, et ensuite je vais mettre une deuxième propriété qui aura aussi comme valeur de départ 0. Et je vais dire que mouse.x c'est e.clientx, et que mouse.y c'est e.clienty. Hop, j'ai mis y aussi au-dessus. Voilà. Donc là, j'update les valeurs de mouse. Donc, si vous voulez, on peut faire un console log de mouse, si vous verrez l'évolution des valeurs en question. Voilà, donc vous voyez que au fur et à mesure que je me déplace, j'ai accès à des valeurs nouvelles. Okay. Donc ça, c'est déjà une chose qui est pas mal. Je peux récupérer les valeurs de ma souris et c'est stocké dans une propriété que je peux utiliser ailleurs que dans cette fonction anonyme, que je peux utiliser ici. Alors, à chaque update, je vais devoir calculer la distance qui sépare mon petit dessin de ma souris. Alors, avant de faire ça, il faut quand même que je vous dise un truc important, c'est que si je veux faire tourner mon petit dessin, je ne vais pas savoir le faire en agissant directement sur les pixels, parce que moi ici j'ai une fonction filrect qui dessine juste des rectangles, en partant d'un point qui est en haut à gauche, enfin d'un point qui est son origine qui sera en haut à gauche du rectangle, d'une largeur, d'une hauteur. Donc je dessine forcément des rectangles plats. Comment est-ce que je peux faire pour tourner mon rectangle? Eh bien, il va falloir que je prenne ce rectangle, que je le dessine sur mon canevas au point 0, 0 et que je fasse tourner mon canevas. Alors plus précisément, il va falloir que je fasse tourner le contexte, qui est un objet qui collectionne tout un tas de propriétés par rapport au dessin que je suis en train de faire. Donc finalement, mon objet, je vais le dessiner en 0, 0. Alors ça dépend de où je veux mettre son centre. Ici, je mets le centre... Ah tiens, voilà, il apparaît. Donc ici, le point 0, 0 de mon rectangle, donc le coin supérieur gauche, apparaît dans le coin supérieur gauche du canevas. Mais peut-être que pour faire tourner mon objet, j'aurais intérêt à ce que son centre de gravité soit au centre de gravité du rectangle. Pardon. Donc je devrais peut-être décaler légèrement, puisque mon objet fait 20 pixels de large, de 10 pixels vers la gauche, et puisqu'il fait 5 pixels de haut, de 5 pixels vers le haut. Voilà. Maintenant, je vois qu'un quart de mon rectangle, les trois autres quarts étant en dehors de mon canevas. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est déplacer le contexte. Donc on va demander à appliquer une transformation, et on peut agir sur
la matrice de transformation globalement. Je vous rappelle qu'une transformation en géométrie, c'est soit une translation, soit une rotation, soit une mise à l'échelle. On a accès à une matrice de transformation qui nous permet d'agir sur cet ensemble de fonctionnalités, où on peut le faire individuellement sur chacune des fonctionnalités. Moi, je vais faire un translate, tout simple, vers des coordonnées qui seront les coordonnées x et y. Voilà. Donc ici, j'ai déplacé en x et en y, et il y a eu un déplacement, parce que... Oui, c'est ça. Voilà, on va rester sur la page. Donc, je vais actualiser, quitter la page. Alors j'ai une coordonnée en x qui est 200, j'ai une coordonnée en y qui est 100. Ah, je n'ai pas enregistré mon translate. En x et en y. J'enregistre. Donc vous voyez qu'il les a dessinés, tac, 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 les uns après les autres. Alors ça c'est vraiment bizarre, c'est un peu comme s'il avait fait un translate une première fois, et puis un translate une deuxième fois, et puis un translate une troisième fois. En fait, c'est un peu comme s'il n'avait pas tenu compte de mon translate. Enfin, si, il en tient compte, mais il en tient compte à chaque fois. Il refait un translate par rapport au translate que j'ai fait initialement. Alors, ça, effectivement, c'est un problème, mais c'est parce qu'en fait, on a déplacé l'ensemble du système de coordonnées à l'aide de translate à chaque itération, à chaque fois que la fonction update a été appelée. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est mémoriser comment est le système de coordonnées la première fois, faire le translate, dessiner notre objet après avoir fait le translate, on va le dessiner après, et puis restaurer le système de coordonnées. Bah écoutez, il existe dans Canvas une fonction qui fait ça. Regardez, première itération, je sauve le système de coordonnées, context save, puis je translate, je dessine, et puis je restaure après avoir dessiné. Vous allez me dire, oui mais ça va redéplacer le cercle. Non, non, pas du tout. Le cercle est dessiné, restaure. Le cercle est dessiné, et puis ce que je déplace, c'est pas... En fait, si vous voulez, c'est comme si le contexte servait de tampon à ancrer. Je déplace le contexte, j'ancre le canevas, donc je dessine le cercle, et puis hop, je redéplace le contexte à sa place originelle, et puis à l'itération suivante, je redéplace le contexte, je réancre à nouveau, et puis je redéplace le contexte à sa place originelle. Donc context save, context translate. Alors on va essayer un rotate, tiens. Context.rotate. On va faire une transformation de rotation de 45 degrés. Et ça marche. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est déterminer l'angle qui vient ici. Donc ce sera direction. Alors pour le moment, ça le dessine à 45 degrés encore, parce que je vous rappelle que direction vaut 45 degrés. Je parle en degrés, mais c'est en fait un quart de pi radian. Bien, donc maintenant, dans mon update, tout à l'heure je recalculais la position, maintenant je vais recalculer l'orientation. Je vais recalculer direction. Donc, pour recalculer direction, je vais utiliser la fonction arctangente. Donc, direction égale mat.attend. Je dois lui donner, alors, étrangement, attend, deux arguments, qui sont d'abord y et ensuite x, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire dans la plupart des autres fonctions, où c'est d'abord x et puis y. Ici, c'est d'abord y et puis x. Alors, y, ce sera la coordonnée en y de la souris, moins la coordonnée en y de mon objet. Donc, y. Vous allez me dire, y, en fait, c'est la direction dans laquelle c'est la position vers laquelle je translate mon contexte pour dessiner mon objet. Donc ça n'a pas l'air d'être la valeur de mon objet, mais conceptuellement,
enfin le Y de mon objet, mais conceptuellement c'est devenu le Y de mon objet. C'est vrai que mon objet est toujours dessiné en 0, 0 sur le contexte, on est d'accord, mais comme je déplace le contexte, c'est un peu comme si je modifiais en fait systématiquement. Donc voilà. Alors regardez, ah, il se passe un truc, mais ce truc a l'air d'être assez incontrôlable. Alors pourquoi? Eh bien en fait, Attends 2, je vous rappelle, ça tient compte du rapport entre l'axe des x et l'axe des y. Donc ça fait une sorte de... il y a une division qui est faite à l'intérieur de cette fonction, qui divise l'axe des x par l'axe des y. En tout cas le décalage en x par le décalage en y. Seulement du coup on a un problème de cadran. Parce que quand on a un décalage en x qui a le même signe que le décalage en y, on fait moins une certaine quantité en x divisé par moins une certaine quantité en y, on a une valeur positive. Et quand on fait x divisé par y, on a aussi une valeur positive. Et par contre, donc on ne sait pas déterminer dans quel cadran on se trouve. Heureusement, les développeurs de tous les langages de programmation vous ont proposé une fonction qui fait ce travail pour vous, de rechercher dans quel cadran vous êtes, c'est attend 2. Et là maintenant, regardez, magie, notre objet s'oriente dans la direction de notre souris. Alors maintenant, on pourrait aussi ajouter à ça le déplacement de l'objet. Alors moi, je vous propose de le faire à titre d'exercice et je vous donne une indication. Vous avez ici une hypoténuse qui va séparer votre souris de votre objet. Et cette hypoténuse, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'à chaque itération, vous déplaciez votre objet de la quantité que représente cette hypoténuse, parce que si vous faites ça, votre objet va constamment être sur votre souris. Donc vous devez prendre une fraction de cette hypoténuse. À la limite, dans votre application, vous allez décider d'une vitesse maximum. Et puis vous allez calculer une fraction de la distance qui sépare votre souris, donc de l'hypoténuse, de votre objet, donc une fraction de cette distance. Vérifiez si cette distance n'est pas plus grande, si cette fraction n'est pas plus grande. Et ça, vous devez décider, hein, vous, quelle est la fraction maximum. Donc le nombre de divisions que vous faites de votre hypoténuse pour faire le déplacement de votre objet vers votre souris. Donc vous décidez ça. Et puis, si jamais la fraction vous donne une valeur qui est plus grande que la vitesse maximum, eh bien vous limitez, vous redéfinissez la vitesse sur cette vitesse maximum. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous avez vu les deux actions. Donc maintenant, à vous d'essayer de transposer ce comportement pour créer un suiveur. Voilà, j'espère que cette petite introduction au déplacement dans Canvas vous a été utile et que vous n'êtes plus effrayé à l'idée d'entendre le mot géométrie être prononcé devant vous, puisque vous avez vu qu'il y avait une application directement pratique à la géométrie quand il s'agit de faire du déplacement.